On s'est déconnecté. On reprend. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous arrivez à voir le diapo? Oui, oui, monsieur. Bien. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'il s'agit d'un coefficient, mu'amil, c'est quelque chose qui n'a pas d'échelle, de dimension, qui ne dépend pas des unités de mesure. Donc maintenant, lorsqu'on va calculer les mesures d'asymétrie, que ce soit de Fisher ou bien de Pearson, ce sont des coefficients qui ne dépendent pas des unités de mesure. Comprenons d'abord cette notion d'asymétrie. Qu'est-ce que signifie une distribution statistique symétrique et une distribution statistique asymétrique? Donc, dans le cas d'une distribution statistique symétrique, donc regardez, on a ici ce qu'on appelle une courbe en cloche ou bien une courbe normale. Si vous vous rappelez donc la définition, voici la courbe que vous avez ici, c'est exactement celle-là. Donc regardez, donc le centre de cette distribution, le centre marquez, en fait c'est la moyenne. On peut le mesurer par la moyenne. Donc ici en fait, je vais me limiter à la moyenne. On peut aussi mesurer le centre par un mode ou bien par une médiane. Mais moi je vais me limiter ici à la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique correspond au maximum ou bien au sommet, le qimma. Donc ici au sommet correspond à la moyenne. Maintenant, je vais prendre deux valeurs symétriques, deux modalités symétriques par rapport à la moyenne. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Ouais. Donc, regardez. Donc, à droite, j'ai pris x plus une valeur epsilon. À droite. Et à gauche de x, à gauche de la moyenne, j'ai pris x moins epsilon. Ça veut dire en fait x plus epsilon et x bar plus epsilon et x bar moins epsilon, ce sont deux valeurs symétriques par rapport à la moyenne. Moi, je dis le qiyam, là. Elles s'éloignent de la même distance epsilon de x moyenne, de la moyenne. Maintenant, regardez leurs effectifs ou bien leurs fréquences. Donc ici, en quelque sorte, j'ai le polygone des effectifs ou bien des fréquences. Donc, supposons qu'il s'agit d'effectifs ou de fréquences, c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce que vous remarquez au sujet bien concernant les effectifs et les fréquences de ces deux valeurs qui sont symétriques par rapport à la moyenne? Donc, il suffit de se projeter sur la courbe et lire en face la valeur de l'effectif ou bien la valeur de la fréquence. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, si vous Ils ont prenez... la même valeur Elles ont, d'effectif et la voilà. fréquence. Donc, en fait, les valeurs x bar plus epsilon et x bar moins epsilon, ce sont deux valeurs symétriques par rapport à la moyenne. Elles ont exactement le même effectif et la même fréquence. C'est bon pour cette première remarque? Donc, regardez, lorsqu'il s'agit d'une distribution symétrique, les valeurs symétriques par rapport au centre de la distribution ont les mêmes effectifs et les mêmes fréquences. Est-ce que c'est clair pour cette première figure? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, si notre distribution n'est pas symétrique, alors elle est dite asymétrique. Donc, la distribution, si elle n'est pas symétrique, alors elle est asymétrique. On prononce bien S, même si je n'ai qu'un seul S ici. Donc, on ne lit pas asymétrique, mais asymétrique. Et lorsqu'une distribution est asymétrique, elle peut l'être ou bien du côté droit, ou bien du côté gauche. Le problème de l'asymétrie, il va se poser ou bien à droite ou bien à gauche. Prenons le premier cas où on a un problème d'asymétrie plutôt à droite. Donc on va procéder de la même manière que précédemment. Regardez. Donc si je prends la moyenne x bar qui correspond au sommet, je vais prendre deux valeurs symétriques par rapport à la moyenne. X bar plus epsilon à droite et x bar moins epsilon à gauche. Ça veut dire que ces deux valeurs s'éloignent de la même distance du centre. Donc, elles sont symétriques par rapport au centre. Là, j'ai une distribution qui est asymétrique à droite. Qu'est-ce que vous remarquez concernant les fréquences et les effectifs de ces deux valeurs qui sont symétriques par rapport à la moyenne? Est-ce qu'elles ont, comme précédemment,
le même effectif et la même fréquence? Non. Non. En fait, les valeurs qui sont supérieures à la moyenne, qui se trouvent à cette droite, elles ont des effectifs plus élevés par rapport aux effectifs des valeurs qui sont sur la gauche. Regardez à gauche, voici l'effectif, c'est cette valeur. Donc l'effectif des valeurs qui se trouvent à gauche est inférieur aux effectifs des valeurs qui se trouvent à droite. Cela veut dire quoi? Que les valeurs qui se trouvent, qui sont supérieures au centre, qui se trouvent à droite, sont plus nombreuses. Elles ont un effectif, leurs effectifs sont supérieurs aux effectifs des valeurs qui sont inférieures à la moyenne. Donc, quelle est la conclusion? Lorsqu'on a une asymétrie à droite, c'est que les valeurs supérieures au centre, celles qui se trouvent sur la droite, elles sont plus fréquentes, c'est-à-dire elles sont plus nombreuses par rapport, relativement, à leur symétrique, par rapport aux valeurs qui se trouvent à gauche. Est-ce que c'est clair pour cette asymétrie à droite? Oui, monsieur. Donc, lorsqu'on a une asymétrie à droite, ça veut dire les valeurs qui sont supérieures à la moyenne, elles sont plus élevées. Donc, la courbe, elle est gonflée. Donc, la courbe, elle est plus gonflée du côté droit. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont à droite sont très nombreuses par rapport aux valeurs qui sont à gauche. Ben, si vous avez compris cette asymétrie à droite, j'imagine que vous n'aurez aucun problème à comprendre qu'est-ce qu'une asymétrie à gauche. Donc, à gauche, ça veut dire, maintenant, ce sont les valeurs qui sont à gauche de la moyenne, qui sont inférieures. Regardez, x bar moins epsilon, regardez son effectif ou bien sa fréquence est supérieure par rapport aux effectifs des valeurs qui sont supérieures, qui se trouvent à droite. Donc, le problème de la symétrie se pose à gauche de la distribution. Ce sont les valeurs qui se trouvent à gauche de la moyenne, qui sont très nombreuses. Donc, la distribution est gonflée du côté gauche. Donc, les valeurs inférieures au centre sont plus fréquentes relativement à leurs valeurs symétriques, celles qui se trouvent à droite. Est-ce que vous avez compris ces trois formes? Donc, la notion de symétrie, ça veut dire les valeurs qui sont supérieures à la moyenne ont les mêmes fréquences que celles qui sont inférieures. Ça, c'est une distribution symétrique. Lorsqu'on a une asymétrie à droite, ça veut dire les valeurs qui sont à droite de la moyenne sont plus élevées, sont plus fréquentes. Et lorsqu'on a une asymétrie à gauche, ce sont les valeurs qui se trouvent sur la gauche qui sont les plus nombreuses, les plus fréquentes. C'est bon pour cette notion de symétrie et d'asymétrie? Oui, monsieur. Ben maintenant, il reste à savoir, ça c'est un jugement visuel sur la base d'un graphique. Maintenant, on doit faire des calculs pour savoir comment savoir si une distribution est symétrique ou non. Donc, on doit faire des calculs et pour cela, on doit commencer par calculer ce qu'on appelle un coefficient de Fisher. Donc, un coefficient de Fisher, ou bien on l'appelle un coefficient de skewness. Donc, dans les logiciels de statistique, vous allez trouver le terme skewness, vous n'allez pas trouver le terme Fisher. Donc, qu'est-ce qu'un coefficient de Fisher ou bien un coefficient de skewness? On le note gamma 1, ça fait. Et gamma 1, regardez, c'est encore une moyenne. Donc, c'est 1 sur n, la somme sur i de quelque chose. Ça fait. Donc, quelque chose ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la moyenne moins, on a la modalité moins la moyenne divisé par l'écart type et le tout à la puissance 3. Donc, je ne vais pas vous expliquer comme la variance d'où vient ce coefficient, mais c'est comme ça que Fisher l'a proposé. Donc, Fisher a proposé ce coefficient noté gamma 1 qui s'écrit sous forme d'une moyenne, mais la moyenne de quoi? En fait, de xi moins x bar divisé par sigma, le tout à la puissance 3. Ça fait? Première chose, c'est un coefficient. Un coefficient, ça veut dire qu'il ne dépend pas des unités de mesure. Est-ce que, selon cette formule, c'est vraiment gamma 1 est vraiment un coefficient? Il ne dépend vraiment pas des unités de mesure, selon l'expression donnée ici. À votre avis? Ben, en fait, je vais vous simplifier la tâche.
Supposons que la variable xi, ce sont des prix en dirhams. Donc, xi, c'est en dirhams. La moyenne, lorsque vous calculez la moyenne, elle est en dirhams. Ça fait le prix moyen, il est en dirhams. Donc, la différence entre xi et la moyenne, c'est aussi en dirhams. Donc, ce que vous avez au numérateur, c'est en dirhams. Maintenant, au dénominateur, vous avez un écart type et l'écart type, il est en dirhams. Donc, vous avez un dirham au numérateur, un dirham au dénominateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier exactement comme on a fait avec le coefficient de variation et donc les unités de mesure vont disparaître. C'est la raison pour laquelle on appelle ceci un coefficient parce qu'il ne dépend pas des unités de mesure. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est un coefficient? Oui. Deuxième chose, maintenant, ce coefficient gamma 1, est-ce qu'il peut être négatif? Est-ce qu'il peut être positif? Est-ce qu'il peut être nul? En fait, regardez. Donc, un écart type est toujours positif. Pourquoi un écart type est positif? Parce que c'est la racine carrée d'une variance. Et vous savez, lorsque vous calculez la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, une racine carrée est toujours positive. Donc, le signe maintenant de gamma 1 dépend simplement du numérateur. Ça fait? Donc, les écarts par rapport à la moyenne, xi moins x bar, ces écarts peuvent être négatifs comme ils peuvent être positifs. Si xi sont inférieurs à la moyenne, alors ces écarts sont négatifs. Et si xi est supérieur à la moyenne, alors vous avez un écart positif. Et si xi est égal à la moyenne, vous avez un écart nul. Donc finalement, gamma 1 peut prendre des signes positifs, nuls ou bien négatifs. Ça fait? Maintenant, lorsque vous avez gamma 1, donc l'interprétation du résultat, lorsque vous calculez gamma 1, et vous trouvez gamma 1 égal à 0, ce qui est très rare. Dans les calculs, vous trouverez pratiquement jamais gamma 1 égal à 0. Il sera ou bien positif ou bien négatif, mais jamais égal à 0. Ça veut dire, donc on va voir l'interprétation, donc si gamma 1 est égal à 0, alors on dit que la distribution est symétrique. Ça fait? Symétrique, ça veut dire les valeurs qui sont supérieures à la moyenne donc sont aussi nombreuses que celles qui sont inférieures à la moyenne. C'est bon pour cette première interprétation? Donc il suffit de retenir 0, ça veut dire symétrique. Lorsque gamma 1 est positif, donc j'ai une asymétrie à droite. Le problème se pose à droite. Donc positif, le problème se pose à droite. Donc j'ai les valeurs qui sont supérieures à la moyenne sont plus nombreuses que les valeurs qui sont inférieures. Donc j'ai une asymétrie à droite. Et si gamma 1 est négatif, alors j'ai un problème à gauche. J'ai une asymétrie à gauche. Ça veut dire les valeurs qui sont à gauche de la moyenne sont plus nombreuses que les valeurs qui sont supérieures à la moyenne. Ça fait? Est-ce que vous avez compris donc déjà ce coefficient d'asymétrie de Fisher et comment l'interpréter lorsqu'on va faire des calculs avant de passer à la suite? Donc c'est très simple. Donc il y a un calcul à faire. Donc nous allons voir sur deux exemples comment calculer gamma 1 et en fonction du signe, on va interpréter. Donc si gamma 1 est égal à 0, ce qui n'est pratiquement jamais le cas, donc la distribution est symétrique. Si gamma 1 est positif, alors elle est asymétrique à droite. Et si gamma 1 est négatif, alors elle est asymétrique à gauche. Et on sait dans chaque cas qu'est-ce que cela signifie. Une asymétrie à droite, ça veut dire que les valeurs qui sont supérieures à la moyenne sont très nombreuses par rapport à celles qui sont à gauche. Et le contraire lorsqu'on a une asymétrie à gauche. Je vous ai dit, il est pratiquement jamais, en fait, on trouvera pratiquement jamais gamma égal à 0. Ça veut dire les distributions, en général, sont toujours asymétriques, ne serait-ce que légèrement. Ça fait دائما غادي تكون عندكم واحد النوع ديال اللا تماثلية ولو قليل. Mais trouver une distribution parfaitement symétrique, ceci est pratiquement impossible. Donc vous trouverez pratiquement jamais gamma égal à 0. Mais ما يمكنلكمش تلقاو شي حاجة بالضبط كتساوي 0. Est-ce que c'est clair pour l'ensemble de ces remarques, pour ce coefficient et pour son interprétation? Oui, monsieur, c'est compris. Oui, Bien. monsieur.
Maintenant, on a un autre coefficient. Donc, je vous conseille de retenir celui-là, c'est le plus simple. Maintenant, vous avez un autre coefficient dit de Pearson. De Pearson, donc un autre coefficient. Il est dit aussi coefficient de skewness normalisé. Quelle est sa formule? En fait, on le note bêta 1. Et bêta 1, c'est simplement gamma 1 au carré. Ce qu'on vient de calculer, c'est gamma 1 au carré, tout simplement. Donc, bêta 1, c'est simplement gamma 1 au carré. Vous prenez la définition et vous mettez ceci au carré. Maintenant, puisqu'on a mis gamma 1 au carré, est-ce que bêta 1 peut être négatif? Puisqu'en fait, on a ici un carré, donc on a quelque chose au carré. Un carré est toujours positif. Maintenant, comment interpréter ce coefficient? Donc, pour l'examen, oubliez celui-là. Donc, vous allez juste retenir le coefficient de Fisher parce qu'il est plus simple à calculer. Et il a une interprétation directe. Donc, je vous conseille de ne pas retenir. Vous n'aurez pas le coefficient de Pearson en examen. Donc, ça, vous l'oubliez. Je vous le présente juste pour votre culture générale. Pourquoi? Parce que même si on peut le calculer facilement, il suffit de prendre gamma 1, le coefficient de Fisher, et le mettre au carré. Ben, l'interprétation, donc là, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas très claire. Regardez, lorsque bêta 1 est égal à 0, quand est-ce que bêta 1 est égal à 0? Forçage. Lorsque gamma 1 est égal à 0. Oui. Et lorsque gamma 1 est égal à 0, vous avez une distribution qui est symétrique. Symétrique. Et donc, lorsque bêta 1 est égal à 0, vous avez une distribution qui est symétrique. On a dit que bêta 1, c'est simplement une puissance 2. Donc, il est toujours positif. Donc, lorsqu'il est nul, ça veut dire qu'on a une distribution symétrique. Et lorsqu'il est strictement supérieur à 0, on a une distribution qui est asymétrique. Elle est asymétrique à droite, donc il faut voir ce coefficient mu3, il faut le calculer, étudier son signe. Donc il faut calculer cette expression. Si mu3 est supérieur à 0, alors vous avez une asymétrie à droite. Et si lorsque vous calculez mu3, vous trouvez qu'il est négatif, alors vous avez une asymétrie à gauche. Pour vous épargner ce calcul, donc je viens de vous dire, on ne va pas retenir le coefficient de Pearson. Donc nous, pour notre cours, on va juste garder le coefficient de Fisher comme mesure d'asymétrie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, donc on va voir ceci sur deux exemples. Donc on va juste calculer le coefficient de Fisher, donc le plus simple. Donc il nous reste encore 25 minutes, donc on a le temps. Donc reprenons les exemples sur lesquels on a travaillé dès le début. Donc premier exemple, les besoins mensuels des étudiants en volume de données. On vous demande de calculer gamma 1, le coefficient d'asymétrie de Fisher. Donc, quelle est sa formule? Donc, vous avez ici une formule. C'est 1 sur n, la somme des ni de xi moins x bar divisé par l'écart type, le tout à la puissance 3. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai les modalités xi, j'ai les effectifs ni, et on a déjà calculé la moyenne et l'écart type précédemment. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer, donc on doit prendre la modalité 10, on doit moins la moyenne qui était de 31, si je me rappelle, 0,29, et le résultat, on le divise par l'écart type, que nous avons déjà calculé, le tout à la puissance 3, et on multiplie par l'effectif 15. Et vous allez trouver une valeur de moins 33,75. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est clair pour le calcul de cette expression dans la première ligne? Oui. Pour la deuxième ligne, c'est la même chose. Donc, on doit prendre 20, donc qui est xi, c'est 20, moins la moyenne. On divise le résultat par l'écart type, on lève à la puissance 3 et on multiplie par l'effectif 17. Le résultat, c'est moins 8,704. Et ainsi de suite. Ben, regardez, donc il faut d'abord, dans un premier temps, calculer cette expression. Ni, xi moins x bar divisé par sigma à la puissance 3. N'oubliez pas la puissance 3. Vous avez ces résultats. Donc, ce qui reste à faire, il faut calculer la somme. Et la somme se trouve à la dernière ligne. Si vous additionnez ces éléments,
vous trouvez 11,948. Donc ça, c'est la somme. Et la somme 11,948, il faut la diviser par l'effectif total, 90. Si vous divisez, combien vous allez trouver? Donc vous avez ici un résultat de 0, approximativement de 0,133. Donc vous voyez bien que ici, je n'ai pas d'unité de mesure, c'est un coefficient. Et la valeur de ce coefficient gamma 1, c'est 0,133. Donc, est-ce que gamma 1 est égal à 0? Est-ce qu'il est supérieur à 0 ou bien est-ce qu'il est inférieur à 0? Supérieur. Donc, gamma 1 est supérieur à 0. Donc, comment l'interpréter? Lorsque gamma 1 est supérieur à 0, vous avez une asymétrie à droite. Parfait? Donc, quelle est l'interprétation? La distribution des besoins mensuels des étudiants en volume de données est asymétrique à droite. Pourquoi? Parce que le coefficient gamma 1 est positif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les étudiants qui ont des besoins en volume de données supérieurs à la moyenne, ça veut dire ceux qui sont à droite, sont plus fréquents, sont plus nombreux que ceux qui ont des besoins inférieurs à la moyenne. J'imagine que cette interprétation est assez claire, elle est directe. Oui, monsieur. En C'est fait, très clair. on a une distribution qui n'est pas symétrique. Elle est asymétrique parce que le coefficient de Fisher gamma 1 est positif. Donc, c'est une asymétrie à droite. Et qu'est-ce que cela signifie? Les modalités qui sont supérieures à la moyenne sont plus nombreuses que celles qui sont inférieures à la moyenne. Et les modalités ici, ce sont des volumes de données. Ça veut dire, par exemple, la moyenne, elle était de 31. Donc, quelles sont les modalités qui sont supérieures à la moyenne? C'est 40 et 50. Donc, 40 et 50 Oui. sont plus fréquentes relativement à 10 et 20 et 30, qui sont inférieures à la moyenne. Et là, on le voit bien sur les effectifs. Regardez l'effectif de 40 et de 50. Vous avez ici 18 et 23. 23. Donc, ces effectifs, regardez à gauche. Les effectifs sont plus faibles, 17, 17 et 15. Donc, les effectifs qui sont à gauche sont inférieurs aux effectifs qui sont à droite. Donc, ça explique pourquoi notre distribution est asymétrique à droite. On peut accessoirement calculer le coefficient de Pearson bêta 1. Il suffit de prendre le résultat précédent, 0,133, et le mettre à la puissance 2, et le résultat est 0,018. Sauf que lorsqu'il s'agit d'interpréter les coefficients de Pearson bêta 1, ce n'est pas très direct, ce n'est pas très facile. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille de ne retenir que gamma 1 parce qu'il suffit d'interpréter le signe une seule fois. Est-ce que c'est clair pour le calcul de ce coefficient de Fisher pour l'exemple 1? Oui, monsieur. Très clair. Maintenant, j'imagine, on ne va pas faire le calcul pour l'exemple 2. La seule différence, c'est que ici, nous avons C'est presque la même chose. juste une variable qui est continue. Donc, au lieu de travailler sur des classes, on doit simplement travailler sur les centres des classes. Le chante. Oui. Et donc, ici, les xi seront remplacés par les centres. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver un gamma 1. Si vous suivez les mêmes étapes, on a déjà calculé la moyenne et les quartiers précédemment, vous allez trouver un coefficient de Fisher égal à 0,36. Donc, on a encore la même conclusion, un coefficient d'asymétrie positif. Donc, positif, ça veut dire qu'on a une asymétrie à droite. Donc, la distribution est asymétrique à droite avec les mêmes interprétations. Les valeurs qui sont supérieures à la moyenne elle était de 7 et quelques. Elles sont plus fréquentes. Ben, regardez, donc les valeurs qui sont supérieures à la moyenne, on va dire c'est 12, les classes 12-16 et les classes 16-20. Regardez leurs effectifs. Leurs effectifs, ce n'est pas très clair lorsqu'il s'agit de classes. Attention. Ici, vous avez un effectif 7 et 5. Ou bien ce n'est pas clair, ou bien il y a une erreur dans les calculs. Donc, il faudrait que je revérifie parce que là, regardez, c'est contre-intuitif. Voilà, donc ici, les valeurs qui sont supérieures à la moyenne, elles ne sont pas très nombreuses. Donc 7 et 5, alors que celles qui sont inférieures, elles sont très nombreuses, contrairement à ce que dit un coefficient d'asymétrie. Mais bon, donc c'est ou bien
il y a un problème de calcul, ou bien il n'y a pas et ça peut arriver. Donc, ça reste. Parce que là, en fait, pour aller plus dans les détails, euh, peut-être que statistiquement, la valeur 0,36 est très faible, que l'on peut la négliger et dire qu'elle est nulle. Mais ça, c'est un autre domaine, c'est la statistique inférentielle, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est juste de retenir les formules, celles de Fisher, comment la calculer, ça fait, et comment interpréter le résultat. À votre niveau, c'est tout ce qu'on vous demande. Comment calculer? Vous avez une valeur positive, asymétrie à droite, et voici l'interprétation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Bien, donc une remarque très intéressante. Lorsque il y a un lien entre l'ordre des mesures de centre. Pour mesurer le centre, je vous rappelle, on a la moyenne, le mode et la médiane. Donc, selon la symétrie ou bien l'asymétrie de la distribution statistique, les trois mesures de centre que nous avons vues sont classées dans un certain ordre. Et plus particulièrement, regardez, au milieu, vous avez une distribution qui est symétrique. Lorsque la distribution statistique est symétrique, alors vous avez les trois mesures de centre sont confondues. Vous avez le mode égale la médiane égale la moyenne. Ça fait? Par contre, Mais comment ça? Ça c'est une propriété. Regardez si on remarque, il y a un lien entre l'asymétrie d'une distribution statistique et l'ordre de ces mesures de tendance centrale. En fait, ça c'est un résultat, ce n'est pas une propriété. Donc les statisticiens ont remarqué. On ne peut pas le prouver mathématiquement. Quoique, donc je ne sais pas, donc si on fait, on peut ça peut être démontrable mathématiquement, je n'ai pas essayé de le faire. Mais ce qu'il faut retenir, D'accord, monsieur. lorsque une distribution est symétrique, donc ça veut dire lorsque gamma 1 est exactement égal à 0, alors vous aurez le mode égal à la médiane égal à la moyenne. Ces trois seront exactement égales ou bien égaux. Ça fait? Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une distribution asymétrique à droite, ça veut dire les valeurs qui sont à droite sont très nombreuses. Vous vous rappelez de ça? J'ai ici une asymétrie à droite. Les valeurs qui sont à droite, elles sont très nombreuses. Et rappelez-vous de l'inconvénient de la moyenne. La moyenne, ce n'est pas une mesure de centre qui est robuste. Donc, elle est sensible aux valeurs extrêmes. Ça veut dire ici, les valeurs qui sont supérieures, qui sont très élevées, sont très nombreuses. Donc, elles vont tirer la moyenne vers le haut. Donc, la moyenne, elle ne va pas rester ici, elle va être tirée par les valeurs qui sont très nombreuses. Et quelles sont les valeurs très nombreuses? Ce sont les valeurs donc, supérieures. À droite. la moyenne. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura le mode qui sera inférieur à la médiane, elle-même inférieure à la moyenne. Donc, vous aurez les trois mesures de centre dans cet ordre lorsqu'il s'agit d'une asymétrie à droite. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une asymétrie à gauche, comme ici, ça veut dire les valeurs qui sont en bas à gauche sont très nombreuses et elles vont tirer la moyenne arithmétique vers elle, vers le bas. Alors, la moyenne tête. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura une moyenne inférieure à la médiane, inférieure au mode. Donc, lorsqu'il s'agit d'une distribution symétrique, vous avez le mode égal à la médiane, égal à la moyenne. Lorsqu'il s'agit d'une distribution asymétrique à droite, la moyenne est supérieure à la médiane qui est supérieure au mode. Et lorsque vous avez une distribution asymétrique à gauche, c'est le contraire. La moyenne est inférieure à la médiane, inférieure au mode. Est-ce que cette remarque est claire pour tout le monde? Oui, oui. Oui, monsieur. Donc, il nous reste un quart d'heure. Il nous reste juste les mesures d'aplatissement à voir. Lundi prochain, donc j'ai ajouté une section cette année. Ce sera les mesures de concentration. Donc, lundi prochain. Donc là, on va terminer le coefficient d'aplatissement. C'est très simple. Lundi prochain, je vais vous présenter les mesures de concentration avec une application très importante, mais ça ne fera pas partie de l'examen. Donc, les mesures de concentration qu'on va voir lundi ne font pas partie de l'examen. Et il va rester une séance mercredi et vendredi, donc on fera des TD.
Et D'accord. après donc, donc les cours doivent s'arrêter vendredi. Je ferai une séance de révision pour répondre à vos questions, euh, par exemple le 1er février ou bien le 2 février, avant les examens. Monsieur, s'il vous plaît, vous savez pas le jour précis de l'examen de la statistique, de votre Non, matière. non, je ne sais pas, c'est l'administration qui décide. Donc, c'est pas moi qui D'accord, monsieur. décide la date. Mais ce qu'on sait, c'est que normalement, les examens seront à partir du 9 février. Je ne sais pas si l'administration va changer la date ou non. Donc, tout est possible. Donc, on ne sait pas encore. Mais donc, la date, c'est l'administration qui va la fixer. En ce qui me concerne, donc moi, la dernière séance, ce sera vendredi prochain. Donc, je vais vous laisser réviser. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Et avant Oui, les examens, je ferai une séance de révision donc pour répondre à votre question et à vos problèmes. Ça fait? Bien, donc je ferme oui, cette monsieur, merci parenthèse. beaucoup. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, à la deuxième mesure de forme, ce qu'on appelle l'aplatissement ou bien les coefficients d'aplatissement. Là encore, nous avons deux coefficients. Quand on dit coefficients, ce sont des grandeurs qui ne dépendent pas des unités de mesure. On a encore un coefficient de Fisher et un coefficient de Pearson. Et on ne va retenir qu'un seul, bien sûr, parce que ça ne sert à rien de garder les deux. Donc, regardez. Donc, lorsque vous avez une distribution normale, donc on revient toujours à la référence. Donc, regardez. Donc, est-ce qu'on a donc, regardez les valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes, ce sont les valeurs qui se trouvent très à droite et très à gauche. Donc, en fait, elles ont des fréquences modérées. Elles ne sont ni très nombreuses ni très rares. Donc, elles ont des fréquences qui sont normales, modérées. En fait, et les valeurs centrales également. Les valeurs centrales, celles qui se trouvent sous le sommet. Donc, en fait, ici, les valeurs centrales et les valeurs extrêmes, elles ont des fréquences modérées. Elles ne sont ni nombreuses ni rares. Cette distribution, donc en fait, elle est dite mésocurtique. Mésocurtique, ça veut dire en fait tout est normal. Ça fait? C'est un terme, donc méso. Donc en fait, ça vient du latin, je crois. Mais retenez juste mésocurtique, ça veut dire il n'y a pas de valeur extrême. Donc les valeurs extrêmes elles ne sont pas très nombreuses, elles ne sont pas très rares. Juste au milieu, juste ce qu'il faut. Et les valeurs centrales aussi. Ça fait, vous allez comprendre par la suite. Regardez maintenant dans cette situation. On va garder la courbe en pointillé en rouge, c'est la situation normale. Donc là, je l'ai mise en rouge. Donc, une distribution est dite leptocurtique. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez les valeurs centrales, celles qui se trouvent au centre. Regardez leurs fréquences, ou bien leurs effectifs. Ils sont, Pointillé. ils sont plus élevés qu'en situation normale. En situation normale, en rouge, en pointillé, voici les effectifs et les fréquences. Lorsque vous avez une distribution leptocurtique, le problème c'est que ces valeurs centrales, elles sont très nombreuses. Et regardez les valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes également, elles sont très nombreuses, elles ont un effectif plus élevé, donc sur les extrêmes, par rapport à une situation normale. Donc cette courbe en bleu, elle est dite leptocurtique. Qu'est-ce que cela signifie? Donc les valeurs extrêmes et les valeurs centrales, elles sont plus fréquentes par rapport à une distribution normale, celle que j'ai mise en pointillé. Donc ici, vous allez avoir des difficultés avec ces termes, mésocurtique, leptocurtique et platycurtique. Donc il suffit de les apprendre par cœur, on n'a pas le choix. Ce sont des termes latins. Ça fait? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est la signification. Est-ce que vous avez compris la différence maintenant entre une distribution qui est leptocurtique et une distribution qui est mésocurtique? Une distribution mésocurtique, tout est normal. Mésocurtique. Une distribution leptocurtique, qu'est-ce qu'on a? Les valeurs centrales, celles qui se trouvent au centre, elles sont très nombreuses par rapport à la normale, ainsi que les valeurs extrêmes. Celles qui se trouvent sur les extrêmes sont très nombreuses par rapport à la normale.
Donc, les valeurs extrêmes et les valeurs centrales sont plus fréquentes relativement à une distribution normale représentée ici en pointillé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Dernière configuration, une distribution platicurtique. Platicurtique, ça veut dire elle est plus aplatie. شوفوا الراس ديالها. Regardez le sommet Ah oui. est plus aplati, منبطحة أو مبطحة. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est le contraire d'une distribution leptocurtique. Regardez, donc les valeurs centrales par rapport à une situation normale, en pointillé rouge, sont moins fréquentes. Et les valeurs extrêmes également. Donc les valeurs extrêmes et les valeurs centrales sont moins fréquentes relatives à une distribution normale représentée ici en pointillé rouge. On appelle cette distribution platicurtique. Ça fait, ce sont juste des appellations qu'il faut retenir. Si vous reprenez, donc on a pris l'exemple lorsqu'on étudie les dispersions, les rentabilités des actifs A, B et C. Donc en fait, il s'est avéré que lorsque vous tracez la distribution de ces rentabilités en finance, on trouve tout le temps des distributions leptocurtiques. Ça fait, ça c'est juste entre parenthèses. Vous verrez ça dans vos années suivantes, dans le niveau supérieur. C'est bon, est-ce que vous avez compris maintenant la différence entre une distribution, qu'est-ce qu'une distribution mésocurtique, leptocurtique et platicurtique? Donc en fait, il suffit d'apprendre le terme et regarder la forme. Quand on dit méso, ça veut dire entre les deux, ben juge. Vous allez étudier la microéconomie, donc, et vous allez étudier la macroéconomie, mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle la mésoéconomie, ça veut dire entre les deux. Oui, oui. Et regardez, mésocurtique, c'est cette distribution normale, et cette distribution normale, elle est entre les deux. Elle est entre la distribution leptocurtique et la distribution platicurtique. C'est bon? Donc, Oui, ça, maintenant c'est clair, oui. ça, c'est graphiquement. Maintenant, comment mesurer ceci à l'aide d'un indicateur? Donc, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient de Pearson. Donc, Karl Pearson. C'est le même que précédemment. Et on appelle ceci, donc, le bêta 2, le coefficient de kurtosis. Comment le calculer? Regardez, il y a une forte ressemblance avec le coefficient d'asymétrie de Fischer, le gamma 1. C'est 1 sur n, somme sur i de ni, la moyenne de quoi? Donc ici, regardez, xi moins x bar sur sigma à la puissance 4. Il y a juste une puissance 4 qui a changé par rapport au coefficient de Fischer. Regardez, rappelez-vous de cette formule et regardez le coefficient de Fischer. Coefficient de Fischer, vous avez ici 1 sur n, somme sur i qui va de 1 jusqu'à k des ni, xi moins x bar divisé par sigma puissance 3. Et pour le coefficient d'aplatissement de Pearson, vous avez ici puissance 4, tout simplement. Regardez ici. C'est exactement la même expression à la puissance 4 et on le note bêta 2. Bêta 2, c'est le coefficient d'aplatissement de Pearson. On appelle ceci un coefficient de kurtosis. Kurtosis, ça ressemble à platicurtique, leptocurtique et mésocurtique. Parfait? Donc, vous imaginez bien. Donc là, vous comprenez pourquoi c'est un coefficient. Parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Si x est en dirham, la moyenne est en dirham, donc la différence est en dirham. L'écart type en dirham. Donc, vous divisez quelque chose qui est en dirham par quelque chose qui est en dirham, l'unité de mesure, le dirham, va disparaître. Disparaître. Et donc, vous avez un coefficient bêta 2 qui ne dépend d'aucune unité de mesure. Aucune unité de mesure. Première chose. Est-ce que bêta 2 peut être négatif? Non, monsieur. Non, parce que vous avez une puissance 4. La puissance 4, Oui, oui. Positif, il ne sera jamais. voilà. Donc, bêta 2 jamais. ne sera jamais négatif, il est toujours positif. Comment l'interpréter? Donc, en fait, l'interprétation, c'est dans le cas normal, lorsqu'on a une courbe normale. Ce que nous avons appelé au début la courbe mésocurtique, la première que nous avons eue. Dans une situation normale, on a un coefficient de kurtosis égal à 3. Donc, vous faites le calcul, vous trouvez 3. Et on dit,
Pourquoi? Pardon, pourquoi exactement 3? C'est un résultat, on ne sait pas pourquoi. Lorsque vous le calculez, dans le cas normal, vous trouvez 3. On ne peut pas l'expliquer, c'est un résultat. هذه نتيجة. ما يمكنناش نعرفوا. D'accord. عرفتي؟